coffee or a soft drink? And your so-called war hero, Fudge Talbot? No such person never was. Récemment, j'ai regardé un épisode de Better Call Saul, qui est au passage une excellente série, et comme elle est très riche en histoire, il m'arrive parfois de chercher l'intrigue sur la page Wikipédia de chaque épisode, juste pour me faire un récap. L'un des épisodes pour lesquels j'ai fait ça, c'est le premier de la saison 3, Mabel. Dans cet épisode, un capitaine de l'armée de l'air réprimande l'avocat Jimmy McGill parce qu'on lui a menti lorsque Jimmy devait tourner une publicité devant un avion datant de la Seconde Guerre mondiale. Ce capitaine était joué par l'acteur Brendan Fehr. En me rendant sur sa page Wikipédia, j'ai alors remarqué que sa phrase d'introduction était bizarrement formulée. Son prochain film est le drame de survie-aventure Brotherhood. Je me suis dit que Brendan, ou du moins un manager, avait probablement ajouté cette phrase juste pour faire connaître son prochain film. Elle a probablement été ajoutée à la page il y a quelques années, et personne n'a encore pensé à la retirer. J'ai donc parcouru l'historique des modifications de la page, en essayant de trouver quand elle avait été ajoutée et par qui. Finalement, je me suis laissé distraire et j'ai décidé de revenir à la première version de la page, qui datait du 22 avril 2005. C'est là, juste là que se trouvait la ligne. Il a grandi à Winnipeg, où il a joué en 1996 dans l'un des tout premiers feuilletons d'internet, CR6. Ce que je viens de vous décrire, c'est le témoignage d'un utilisateur Reddit datant du 14 août 2021. À ce stade, il est conscient qu'il est allé bien au-delà de ce qu'il cherchait à la base. Mais une question le ronge. Quel est ce mystérieux feuilleton ? Ce qui, au départ, ressemblait à un jeu de piste innocent, s'est rapidement transformé en un labyrinthe de mystères pour finalement devenir l'une des tragédies les plus poignantes qu'Internet n'ait jamais connues. Dans cette vidéo, vous allez voir des séquences en 3D que j'ai faites de mes propres mains et elles ont pris facilement des nuits entières pour être réalisées et je dois dire qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment aidé à rester focus. C'est Oli. Si vous ne connaissez pas encore, Oli c'est selon moi la meilleure marque de boissons énergisantes. Déjà parce qu'il n'y a pas de sucre, c'est donc plus sain que les autres boissons, mais aussi parce qu'il y a de l'Agneau-Caf, qui est une caféine cristallisée dont le but est de donner un effet plus long terme. Mais ce que j'aime par-dessus tout avec Oli, c'est la variété de goûts qu'il propose. Et d'ailleurs, mention spéciale pour le tout nouveau goût fruit du dragon que je dégomme sans pitié. Pour déguster vos boissons de la meilleure des manières, je vous recommande fortement d'ajouter des glaçons. Des glaçons, j'ai dit, et là vous vous retrouvez avec quelque chose d'hyper frais et qui vous maintiendra éveillé. Alors si vous êtes intéressé mais que vous n'arrivez pas à faire de choix, en ce moment il y a une offre pour la nouvelle année, le Starter Set Deluxe qui regroupe tous les best-sellers de la marque, accompagné d'une magnifique gourde en verre. Ils sont déjà en réduction de 50%, mais vous pouvez faire encore mieux avec le code VISION5 qui vous donnera 5 € de réduction en plus. Et pour les habitués, vous avez le code VISION qui vous donnera cette fois-ci 10% de remise. Merci à Oli de m'accompagner dans mes projets, et sur ce, de retour à la vidéo. Vous savez, l'esprit humain a quelque chose de fascinant. Lorsqu'il ne parvient pas à trouver quelque chose, il doit savoir. Ce n'est pas tant le contenu en lui-même qui l'intéresse, mais le fait qu'il soit inaccessible, comme la pièce manquante d'un puzzle. L'idée qu'une œuvre ait existé mais se soit mystérieusement évanouie dans l'oubli, éveille un sentiment presque instinctif, celui de vouloir comprendre, de reconstituer, de ramener à la lumière ce qui semble perdu. C'est dans cette optique que les détectives qui s'intéressent au fil du temps à CR6 ouvrent l'enquête. Après une piste infructueuse, un utilisateur repère un détail non négligeable. Sur la page Wikipédia, il était mentionné que CR6 était l'un des tout premiers feuilletons d'internet, ce qui signifie qu'il y a de fortes chances qu'il ait été diffusé sur son propre site, les plus grands hébergeurs vidéo n'existant pas en 1996.
cette piste semble de nouveau mener à une impasse. Cependant, les enquêteurs supposent qu'en raison de l'ancienneté du feuilleton, le nom de domaine aurait pu être racheté bien plus tard, changeant ainsi de propriétaire et d'apparence. Partant de cette hypothèse, les utilisateurs de Reddit décident d'explorer les anciennes versions du site pour découvrir ce qu'il pourrait bien s'y trouver. Bingo. Il fallait s'y attendre, tout n'a pas pu être sauvegardé, il manque des images, les liens sont morts, mais il reste tout de même quelques informations intéressantes. On apprend que CR6 est un acronyme et signifie Clickable Reality 6 ou Réalité Clickable 6 en français. Il semblerait qu'il y ait eu au moins 8 épisodes. Et, détail intriguant, un lien avec deux grands noms de la télévision, CNN, la chaîne américaine, et Midday, un magazine télévisé canadien. Plus loin, on repère un numéro de téléphone, un numéro de fax et la mention d'une société, Clickable System International, apparemment à l'origine du projet. Cette information est indispensable pour la suite de nos recherches, car c'est en l'ajoutant à CR6 dans la barre de recherche d'un navigateur internet que nous allons entrer dans une toute nouvelle dimension. Christopher McKinstry. Voici la personne qui est au centre de toute cette histoire. Cette vidéo a été postée sur YouTube le 14 juillet 2011 par un utilisateur du nom de River City Videocy. Elle n'est donc en réalité qu'un archivage de l'original, nous en avons d'ailleurs la confirmation au début puisqu'elle a été produite par une société, Browns Communication Group, et commandée par Clickable System. Cette vidéo se veut être une promotion de CR6, présentant Christopher comme l'inventeur d'une protection anti-copie pour jeux vidéo, mais aussi le gérant de Clickable Systems, et par conséquent, le producteur de la mystérieuse émission. CR6 is our showcase interactive clickable reality. It's a internet-based soap opera, for lack of a better term. It's actually darker than a soap opera. If you click on a person's head, for example, you'll probably get their thoughts displaying in the lower window. Once you have a person or an object selected, you have some navigation controls, so you end up being able to surf a web of a reality. Nous comprenons désormais que CR6 voulait être un feuilleton interactif, fonctionnant à l'aide d'un logiciel développé par Christopher, appelé CR-CAD. Ce concept rappelle des œuvres comme le film Black Mirror Bandersnatch ou le jeu vidéo Until Dawn, où le choix des utilisateurs influence le déroulement de l'histoire. Mais celle-ci date d'après 2015, tandis que CR6 a vu le jour avant l'an 2000, faisant de ce concept une véritable innovation pour son époque. We're gonna be defining the standard from now on. All interactive programming we hope to become clickful realities. We're specifically giving away the software, the CAD software that's called CRCAD, written in Java, so that anyone, all the basement Quentin Tarantinos in the world, can produce clickable realities, put them out on the net, and for a small royalty, use our name and our software. Every page served, we're projecting earnings of about 6 cents based on banner advertisement and product placement. And plus, merchandising the same way you merchandise any television program or a movie. La vidéo promotionnelle présente aussi le réalisateur du projet, un certain Brendan Swatsky, qui donne davantage de détails. Appeals to people because it's more of an interactive kind of a thing. They can get as much or as little as they want out of the soap opera. They can make it basically their own. And I also think it's probably because our writing is going to be a little bit more intriguing, make people want to come into the story more than some of the stuff that's out there right now, which is a little more bubblegum kind of pop culture kind of thing. I guess we're going for a sort of stylistic look, maybe a slightly darker look, really rich kind of, a lot of artistic flavor into it, try to package shot with, more of an artistic sort of theme. Malgré le fait que les enquêteurs n'aient toujours pas retrouvé l'émission originale, cette vidéo offre tout de même un aperçu des scènes tournées, ce qui représente en fin de compte une très grande avancée.
Et puis nous découvrons par la même occasion les acteurs qui semblent être au nombre de 6. Michelle Paddington, jouée par Carly Michelle Benoit, une femme d'affaires ambitieuse et déterminée, prête à tout pour atteindre le sommet, même à écraser ses concurrents. Anna Frobisher, interprétée par Anna Dittmar, une ancienne mannequin en proie à l'alcoolisme. Alberto Ashland, joué par Carlo Galante, un charmeur mystérieux, adepte des belles femmes et du style, mais dont les avances ne semblent pas séduire grand monde. Wayne Donaldson, interprété par Jeff Grays, un ancien joueur de football professionnel devenu avocat. Elizabeth Sands, interprétée par Karen McCam, une artiste insouciante et prise de liberté. Victor Larson, joué par Robert Ryder, un personnage énigmatique au passé trouble, passionné par les jeux de stratégie. Curieusement, aucun d'entre eux ne correspond à Brendan Fehr, qui était pourtant mentionné en 2005 sur sa page Wikipédia. Selon certaines rumeurs, d'autres acteurs auraient joué des rôles moins importants. Un article archivé du 28 mars 1997 décrit CR6 comme une histoire où 6 étrangers se rencontrent pour la première fois lors de funérailles d'un homme dont aucun ne se souvient. Brendan Fehr était-il cet homme mort ? Sans retrouver les bandes originales, cette question restera sans réponse. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs ont désormais en leur possession des noms, et en les entrant dans un moteur de recherche, l'un d'entre eux donnera un résultat intéressant. Anita Dittmar possède une sorte de blog sur lequel elle note certaines anecdotes de sa vie. Les macaronis au fromage froid lui donnent le hockey, elle a joué dans un clip d'un groupe qui s'appelle Dunway, et sa participation à un mystérieux feuilleton en ligne. En 1996 ou 1997, je pense, j'ai participé à un feuilleton en ligne appelé CR6 par Chris McKinstry, un type qu'il fallait rencontrer pour y croire. J'y jouais le rôle d'une ancienne mannequin alcoolique, et ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était une façon sympa de passer quelques mois. Tout cela s'est passé avant que je n'aie accès à internet, ou même une adresse électronique. Alors j'aurais vraiment aimé archiver certaines de ces photos. J'ai quelques cassettes VHS du Kit Media qui montrent un clip de nous sur CNN, et des images de moi sortant d'une limousine et signant des autographes. Je suis en quelque sorte un personnage important. Un nouvel espoir naît chez les enquêteurs, celui de retrouver au moins l'extrait diffusé sur CNN. Cependant, malgré leurs tentatives pour rentrer en contact avec elle, leurs messages sont restés sans réponse. C'était leur piste ultime, mais à ce jour, CR6 reste introuvable et semble destiné à le rester à jamais. Conçu sur un logiciel unique développé il y a plus de 30 ans, retrouver ce Lost Media ne se limite pas à dénicher un simple fichier. Même si le programme venait à être retrouvé, il faudrait également récupérer les bases de données associées, rendant cette quête infiniment plus complexe. En revanche, notre histoire est loin de s'arrêter ici. En dépit de retrouver le feuilleton, les enquêteurs vont se concentrer vers un élément plus accessible, qui les conduira ensuite à découvrir un mystère bien plus troublant et sombre que tout ce qu'ils avaient imaginé jusqu'ici. Alors reprenez quelque chose à boire et attachez-vous, car notre voyage vient tout juste de commencer. Bienvenue sur le blog de Christopher McKinstry. À l'intérieur, il y décrit CR6 comme une expérience enrichissante, qu'elle a reçu beaucoup d'attention lors de son lancement, notamment Yahoo, qui était très populaire à cette époque. CR6 est la création de Clickable Systems International, une entreprise de Winnipeg qui redéfinit les limites d'Internet. Imaginez un livre d'histoire où, au fil des pages, vous pouvez choisir différents personnages pour entendre leurs pensées ou les suivre sur des chemins privés. Mais si l'aspect technologique de ce site se situe à un niveau élevé sur l'échelle du génie, ce sont les personnages qui vous feront revenir chaque semaine. La fin de cette critique nous laisse comprendre que la série était censée proposer des épisodes hebdomadaires pour une durée qui reste floue. Pourtant, d'après les informations disponibles, seulement 8 épisodes semblent avoir été diffusés, du moins jusqu'à la date de l'archive du site. Et c'est en lisant ce que Christopher a écrit sur son blog que l'on commence à comprendre pourquoi la série n'a pas suivi son rythme prévu. L'ensemble s'est effondré comme le font de nombreux groupes de musique, par des querelles intestines. Les choses ont fini par dégénérer, au point où je me suis retiré du projet et que j'ai vendu les droits de propriété intellectuelle aux acteurs. En fin de compte, ce fut une expérience formidable que je n'échangerai pour rien au monde. Après tout, combien de fois a-t-on l'occasion de tenir une conférence de presse dans un endroit comme le palais législatif du Manitoba, avec 3 ministres, tous les médias de la ville, en première page du journal. CR6 a donc finalement fait faillite, et Christopher McKinstry en est en grande partie responsable. Sur internet, le producteur du feuilleton s'est bâti une réputation pour le moins discutable. En réalité, elle est clairement mauvaise. Cependant,
le terrain sur lequel nous avançons est fragile, car les accusations proviennent souvent d'utilisateurs anonymes, rendant impossible toute vérification des sources. Pour autant, le nombre de reproches formulés à son encontre ne peuvent être ignorés, et sont nombreux. Limousines non payées, photographes non rémunérés, interviews bidons, un affrontement armé à Toronto et audiences gonflées. Lorsque Christopher a été interrogé peu après le lancement du projet, il aurait affirmé que CR6 avait attiré plus de 500 000 spectateurs dès le premier week-end, atteignant un total de 600 000 dans les semaines suivantes. Si ces déclarations étaient exactes, cela signifierait un trafic exceptionnel lors des premiers jours, suivi d'une forte baisse à environ 100 000 visites supplémentaires dans les semaines suivantes. Cependant, en consultant le journal des visites, les chiffres rapportés semblent être bien en deçà de ces annonces. Seulement 35 567 visites y sont enregistrées, soit près de 14 fois moins. Concernant les accusations d'impayés, Christopher les réfute catégoriquement. Il affirme que cet échec s'est traduit par des pertes de plusieurs millions de dollars et qu'il a été le seul à subir ces pertes financières. Peut-on le croire ? La question reste ouverte. L'ancienneté de l'affaire et l'absence de sources fiables empêchent de tirer des conclusions définitives. On pourrait cependant lui accorder le bénéfice du doute en s'appuyant sur les retours d'expérience positifs de son personnel technique. Mais si ses intentions étaient irréprochables, pourquoi aurait-il manipulé les chiffres d'audience ? Et surtout, pourquoi aurait-il quitté brusquement le pays pour s'installer au Chili ? Le mystère entourant les coulisses de CR6 est sur le point de prendre fin. Anyway, so this is how I look on my way to South America. Selon certains, Christopher aurait disparu pour échapper à ses créanciers, tandis que d'autres estiment qu'il souhaite simplement repartir de zéro. Pourquoi le Chili ? Personne ne le sait véritablement, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il a un autre projet en tête. Eventually we're going to be extinct. Eventually this planet will be gone. If we record everything that we are, we have a chance of surviving. I think this is our best bid at immortality. We talk about everything that we know about, everything that we feel in this standard yes-no format, and talk about it to a system that's recording this information. Essentially what happens is you digitize the human mind. Avant d'être producteur, Christopher est avant tout un passionné d'informatique. Il admettra plus tard que CR6 n'était qu'un moyen de rediriger une audience vers son véritable projet qui, dans le passé, avait suscité peu d'intérêt. Tout est plus clair maintenant. La falsification des chiffres donnant l'illusion d'un énorme succès n'était qu'un stratagème destiné à attirer l'attention des médias et à faire parler de lui. CR6 représentait en fin de compte une opportunité de relancer ce projet sous une nouvelle forme. Autrefois nommé Mystique, ce dernier s'appelle désormais Mindpixel et a pour objectif principal de modéliser l'esprit humain dans des machines, leur permettre de comprendre nos rêves, nos pensées, notre façon de vivre, en bref, leur permettre de tout savoir sur nous. Aujourd'hui, il y a une pléthore d'assistants qui remplissent ce rôle, mais à l'époque, rien de tout cela n'existait. Il fallait donc quelqu'un d'assez visionnaire pour imaginer et initier cette révolution, et Christopher aspirait à être ce pionnier. Pour atteindre son objectif, il se consacre à la création d'une base de données massive destinée à alimenter et tester son intelligence artificielle. Il invite des volontaires à formuler des affirmations pouvant être objectivement vraies ou fausses, puis demande à 20 autres participants de répondre à chacune d'entre elles. Pour lui, c'est une façon de numériser l'esprit humain, capturer tout ce que nous savons du monde et le structurer sous une forme binaire. Sur le papier, l'idée semble prometteuse et loin d'être dénuée de sens. Cependant, la réalité est bien différente. Christopher est loin d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. En dépit de son enthousiasme et de ses efforts, il reste un chercheur indépendant, un outsider sans réelle légitimité. Sans le soutien ou la validation d'experts du milieu, son projet, aussi ingénieux qu'il puisse paraître, est perçu comme peu sérieux. Well, it's February 8th, 1999. I'm just about to go to my interview at the European Southern Observatory for the telescope operator's position, something I'm obviously very interested in. I wouldn't be recording this. En parallèle de son activité informatique, Christopher est passionné par les étoiles et parvient à décrocher un emploi dans l'un des plus grands télescopes du monde.
Sur son site internet, il partage ses expériences. Le 8 juin 1999, il raconte sa toute première nuit à l'observatoire de Paranal, où lui et ses collègues ont observé un système de trous noirs. Le 13 juin, il exprime sa gratitude d'être l'un des 15 privilégiés au monde à avoir pu observer à l'œil nu à travers ce gigantesque télescope. Le 8 juillet à 9h20, il a assisté à un tremblement de terre qui a fortement secoué la salle de contrôle. Le 9 août à 5h40 du matin, il observe Orion, une constellation, tout en contemplant la lune se lever. Il évoque également son obsession persistante pour Mindpixel, qui revient avec intensité la nuit lorsque son esprit est le plus libre. Au-delà de ses activités professionnelles, Christopher a également construit une vie personnelle au Chili, où il a fondé sa propre famille. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il semble avoir réussi à rebondir après un échec financier quelques années plus tôt. Il a une famille, développe un projet ambitieux en intelligence artificielle et travaille au sein de l'un des plus grands télescopes du monde. Mais il y a un tout petit problème. You're listening to LNR 95.7, the voice of the city, bringing you the news, the music, and everything in between. Good afternoon, everyone. It's 1:07 p.m. and you're tuned into the Midday Pulse. Hope you're all having a great lunch break. In local news, the annual Riverside Food Festival is officially underway, with over 50 vendors bringing the best street food to the city. Meanwhile, traffic is picking up around downtown. If you're Une heure et demie plus tard, Christopher fait de nouveau apparition, affirmant qu'il possède cette fois-ci le document. La vendeuse, convaincue, lui présente l'arme qu'il désire. Il la saisit, l'examine, puis la lui rend. Mais alors qu'elle tourne le dos, il s'empare d'une autre arme, sort une balle de sa poche et l'introduit dans la chambre. Face à la scène, la vendeuse, paniquée, s'enfuit précipitamment du magasin. L'objectif de Christopher n'est pas de prendre la vie de quelqu'un d'autre, mais la sienne. Il sort son téléphone portable et compose le numéro de sa petite amie. Durant de longues négociations, Christopher charge plusieurs armes qu'il aligne sur les marches d'un escalier menant au sous-sol. La petite amie de Christopher transmet son numéro à la police, engageant des négociations avec lui. Pendant 2 heures interminables, les négociateurs tentent de le raisonner, allant jusqu'à faire intervenir sa petite amie sur place, mais rien n'y fait. Une intervention directe ? Trop risqué. Il pourrait mettre son plan à exécution. Puis, brusquement, la ligne se coupe. La situation entre alors dans sa deuxième phase. Plutôt que d'intervenir immédiatement, la police déploie un robot équipé d'une caméra pour localiser le jeune homme. Et là, tout se bouscule dans son cerveau. Alors qu'il voulait quitter ce monde, il est soudainement intrigué par cet intrus qu'il entend au-dessus de lui. Christopher a toujours été obsédé par les robots. À 4 ans, il avait demandé à sa mère de coudre un sac de couchage pour son robot jouet afin qu'il n'ait pas froid. Les robots ont des sentiments, disait-il. Lorsqu'il entend le robot se déplacer au-dessus de lui, il s'imagine un véritable Terminator en train de semer le chaos. Puis, un étrange silence s'installe. Le robot vient de tirer une bombe lacrymogène. Une seconde suit rapidement. Mais sa trajectoire est tout aussi imprécise que la première. C'est à cet instant qu'il réalise que le robot ne sait pas où il se cache. Cependant, les agents de police, à bout de patience, passent à l'action. Ils pénètrent dans le sous-sol et trouvent Christopher, qui obéit sans résistance. Ce n'est qu'en remontant les escaliers qu'il réalise que le Terminator qu'il avait imaginé
n'est en réalité rien de tout cela. Ce drame a fait grand bruit à Toronto ce 13 juin 1990. L'individu, identifié sous le nom de Kenneth Christopher McKinstry, sans domicile fixe, a été arrêté. Sauf que la réalité est un peu plus complexe que ça. S'il a commis un tel acte, c'est pour une raison bien plus profonde qu'un chantage affectif. Christopher souffre de troubles bipolaires. La veille de l'incident, il avait déjà tenté de se faire interner, mais s'était vu refuser l'accès. Face à cette impasse, il a donc décidé de tenter le tout pour le tout. Pour autant, son souhait n'a de nouveau pas été exaucé et a finalement écopé d'une peine de 2 mois et demi de prison pour possession illégale d'armes à feu. 2 ans après les événements, McKinstry s'inscrit à l'université de Winnipeg où il y découvre sa passion pour l'intelligence artificielle. Tellement investi dans ce domaine, il prend même part à divers groupes de discussion en ligne. Mais c'est là que des problèmes surgissent. Plus Christopher partage ses projets et théories, plus il fait face au scepticisme et aux moqueries. Il se fait remarquer pour ses difficultés en orthographe et ses déclarations excentriques, comme lorsqu'il affirme être devenu millionnaire à 17 ans. En 1996, l'année où CR6 est diffusé, des utilisateurs ont créé un groupe de discussion dédié où ils se sont amusés à lui attribuer des surnoms moqueurs. À la tête des critiques se trouve un certain John Barger, une figure influente dans le monde du blog, qui ne se prive pas de discréditer McKinstry publiquement. Vous écrivez comme un adolescent et vous montrez souvent des signes d'une ignorance extrême. Mais McKinstry, lui, ne se laisse jamais intimider par ses attaques. Il n'hésite pas à menacer de poursuites judiciaires ceux qui citent ses courriels pour réfuter ses théories. Quant à ses nombreuses fautes d'orthographe, il explique qu'elles sont dues à sa dyslexie et non à un quelconque trouble mental. Mais parmi toutes les personnes qui se moquent de lui, une se différencie. Un certain Pushsin. Bien que cela puisse sembler être une lueur d'espoir dans son cyberharcèlement, l'arrivée de ce nouveau protagoniste indique également que nous approchons de la fin. Une fin dramatique, triste et intrigante. Singh, c'est un gars un peu comme Christopher. Lui aussi est passionné par l'intelligence artificielle, lui aussi a fondé sa propre société de recherche, OpenMind, mais la grande différence entre les deux, c'est qu'il est beaucoup plus crédible. Il bénéficie du soutien d'un mentor influent dans le domaine et a même reçu des encouragements publics de Bill Gates. Le lien entre les deux s'établit lorsque Singh prend la défense de Christopher dans un groupe de discussion, affirmant « MindPixel n'est pas stupide, c'est audacieux ». Ce commentaire ne signifie pas pour autant qu'il considère son projet comme crédible, mais il est le seul à témoigner un minimum de respect et de sympathie. McKinstry est profondément ému, car il a enfin l'impression d'être validé, une quête qui a toujours été au cœur de sa vie. Il s'accroche alors à cette opportunité et tente de convaincre Singh de collaborer pour connecter leur base de données. Celui-ci ne rejette pas immédiatement l'idée. Après tout, ils partagent de nombreux points communs. Cependant, leurs ambitions divergent. Singh a une approche plus modérée et réaliste, tandis que McKinstry nourrit des rêves grandioses, croyant que sa base de données pourrait devenir une machine capable d'immortaliser ses pensées. Les espoirs de collaboration de McKinstry s'effondrent rapidement. Singh s'éloigne et leurs chemins se séparent. Avec le temps, McKinstry observe le succès croissant d'OpenMind, largement supérieur à MindPixel, et un profond ressentiment s'installe. Convaincu que Singh lui a volé son idée, il l'accuse de copier son projet et exige qu'il retire son travail. À ce stade, McKinstry affiche tout de même des résultats prometteurs, ayant rassemblé plus d'1,5 million de réponses dans sa base de données. Mais son manque criant de compétences commerciales devient un obstacle insurmontable. Il n'a aucun partenaire stratégique et semble incapable de tenir les promesses faites à ses investisseurs. MindPixel, son rêve, est en train de s'écrouler sous ses yeux. Cette descente aux enfers affecte profondément son état mental. Une dispute avec sa petite amie le conduit à passer quelques jours dans un hôpital psychiatrique et il sombre dans une dépression profonde. Son projet, sa raison de vivre s'effrite et il réalise qu'il n'atteindra jamais les ambitions qu'il s'était fixées. Un bref regain d'espoir survient lorsqu'un article qu'il a écrit est sélectionné pour une anthologie prestigieuse. Mais les multiples retards dans sa publication ne font qu'intensifier sa frustration et son découragement.
La chute de Christopher est lente, douloureuse, interminable. Enfin, jusqu'au 20 janvier 2006. Christopher tape sur les touches de son clavier. Ce qu'il écrit n'est pas une réponse à des commentaires provocateurs. Ce qu'il écrit est un message de détresse. Si une vie prolongée n'est pas nécessairement meilleure, une mort prolongée est nécessairement pire. Ma mort, au moins, sera rapide. Ma mère m'a confié, alors que j'étais en soins intensifs après une overdose, que mon pédopsychiatre l'avait averti. Je risquerais de me donner la mort, je devrais être surveillé. Il avait raison. Quitter ce monde est un thème presque constant dans mon esprit. Et ce week-end, je suis seul, et cette voix est encore plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Je suis donc certain que je ne survivrai pas à l'après-midi. J'ai déjà pris suffisamment de médicaments pour que mon foie s'arrête bientôt, et je pars à la recherche d'un endroit où me cacher et mourir. Je suis fatigué. Je suis fatigué de ressentir les mêmes sentiments et de vivre les mêmes expériences. Il est temps d'aller de l'avant et de voir ce qui se passera ensuite, le cas échéant. C'en est trop. Ce Louis Vuitton, ce Prada, ce Mont Blanc ne sont pas pour moi. Si seulement on m'aimait autant qu'un stylo. Chris McKinstry, vendredi 20 janvier 2006. Les membres du forum restent sceptiques. Christopher avait déjà posté ce genre de message par le passé, ce qui pousse la majorité à ne pas le prendre au sérieux et à continuer les provocations. Bon voyage! Fais-nous savoir s'il y a quelque chose au-delà de la 7e dimension. Mais cette fois-ci, il y a une anomalie. Christopher ne donne plus aucun signe de vie. Lui qui était si enclin à réagir aux provocations, reste étrangement silencieux. Un jour passe, puis 2, puis 3, sans aucune trace de Christopher. Silence radio. La communauté finit par s'inquiéter et ses amis les plus proches décident finalement d'alerter la police, qui se rend alors à son domicile. Christopher avait débranché la conduite de gaz de son poêle et l'avait mise après un sac scellé autour de sa tête. Il est décédé à 38 ans et a laissé comme dernier message sur son site une simple phrase « À plus tard ». Il n'a donc pas pu réaliser ses rêves, obtenir la reconnaissance qu'il croyait mériter et télécharger sa conscience dans un ordinateur. Sa souffrance avait fini par surpasser toutes ses ambitions. Mais notre histoire n'est pas totalement terminée. Seulement un mois plus tard, celui qu'il considérait comme son confrère, Push Singh, trouvera lui aussi la mort. La coïncidence de voir deux pionniers de l'IA disparaître à seulement 30 jours d'intervalle est déjà troublante, mais les circonstances le sont encore plus. Push Singh est lui aussi retrouvé dans son appartement, et lui aussi avec la conduite de gaz de son poêle scellée, a un sac autour de sa tête. Comment expliquer cela ? Malheureusement, aucune réponse officielle n'a jamais été apportée. Du côté de Singh, tout semblait pourtant aller pour le mieux. Il avait une femme avec qui il était heureux et un travail qui s'annonçait de plus en plus prometteur. On sait simplement qu'il souffrait d'une douleur intense au dos, mais de là à franchir un tel pas, cela paraît peu probable. De plus, la similarité entre les deux méthodes ne laisse pas indifférent. La théorie la plus plausible est donc celle du remords. Peut-être n'a-t-il pas supporté qu'une ancienne figure qu'il avait délaissée en arrive à une telle extrémité. Peut-être que s'il avait accepté le partenariat, il serait toujours en vie aujourd'hui. Rongé par la culpabilité, Singh aurait alors décidé d'en finir. Quoi qu'il en soit, deux esprits visionnaires, bien que radicalement différents dans leur approche, ont perdu la vie. D'un côté, Christopher McKinstry, un excentrique au tempérament instable et souvent dans le déni, qui s'efforçait de réaliser ses rêves malgré l'absence de soutien. De l'autre, Push Singh, plus réservé et professionnel, bénéficiant de l'appui de ses pairs. Ce que beaucoup considèrent comme la deuxième tragédie de cette histoire, c'est qu'aucun des deux n'a vécu assez longtemps pour voir leurs travaux aboutir. Et même si leur projet n'était pas destiné à réussir, au moins constater qu'ils avaient raison. At the beginning, whatever I did, he approved. And whatever I painted, he loved, and whatever I did was fine. He was definitely a creative person, dabbling in art and painting and so on, and video. There was videos that he had shot showing the structure of a telescope in motion and so on, but it's that fun one where these guys are in mock spacesuits running across the desert of Chile and acting like they're on Mars that just stands out in my mind. As a person, science lost someone who was a rabble-rouser. You look across the horizon and there are hundreds of ways to go wrong.
And there's just one thin line to go right. And Chris was so close to going right. So we need people who are trying to shake people up, who are pissing others off, who are making people laugh even, to think about stuff in a slightly different way, in a more energetic, enthusiastic way. That's what we really lost, is a person who generates that kind of exciting discussion.